c'est un peu un poisson mythique. Tous ceux qui pêchent en surfcasting, c'est un des poissons de nos côtes qui fait rêver, quoi. Quand vous avez pêché un poisson d'une trentaine de kilos, je pense que ça vous marque à vie, hein. Là, c'est même peut-être moins, même moins de 30 kilos, mais je peux vous assurer que vous l'avez au bout de la ligne, je peux vous assurer que ça fait quand même quelque chose. Le maigre, c'est vraiment très limité au golfe de Gascogne en Europe. Il n'y a qu'ici qu'on en trouve. C'est un poisson qui doit être là depuis les réchauffements qui ont suivi les dernières glaciations. Quand c'est la saison de la reproduction, ils sont là, ils rentrent. Je vous dis plus ou moins tôt et puis plus ou moins haut. Le poisson, comme il vient de l'océan, bon, on l'attaque dès qu'il rentre dans l'estuaire, quoi. Puis il ne monte jamais beaucoup plus haut. Hein. C'est exceptionnel faire des pêches à mortagne de maigre. Hein. Parce que bon, il rentre Royan, Talmont, les monarques, c'est le plus haut qui rentre. Après il repart, quand il a pondu, il repart. L'estuaire, c'est un moyen de passage uniquement des poissons. Donc le pêcheur, il capture ses poissons lorsqu'il passe. Talmont, surnommé la perle de l'estuaire, ou encore le joyau de la Saintonge. Talmont, qui surplombe l'embouchure de la Gironde. Ici, nous sommes entre océan et Garonne, entre eau douce et eau salée. Ici, les pêcheurs ne sont pas toujours marins. C'est l'estuaire, un univers à part et méconnu. À la mi-juin, les communes de Méché et de Talmont célèbrent le maigre. Est-ce que vous savez comment le maigre est arrivé en Gironde? Et est-ce que vous savez comment il a appris à grogner de plaisir? Il sentit sa bouche devenir chaude et dorée. Et sans comprendre comment, il s'entendit pousser un formidable grognement, le plus beau grognement de plaisir qu'un maigre ait jamais poussé. La place du maigre, qui est un poisson mythique de l'estuaire de la Gironde, parce qu'il y trouve des lieux très propices à sa reproduction, donc fait partie des poissons mythiques de notre estuaire. Ce que nous ne voudrions pas, c'est que le maigre ait la même destinée malheureuse qu'a eu l'esturgeon, c'est-à-dire de par la surpêche, de par une trop forte activité, cette espèce disparaisse de notre estuaire. Moi, ce que je veux, c'est pêcher du maigre. Je veux pêcher beaucoup de poissons, beaucoup de maigres, et des beaux. Alors, avec sa barque, il se retrouve au large de Talmont. Sur la dunette, dans les haubans, un petit mousse toujours vaillant, prêt à grimper dans les huniers, 4 mètres à naviguer. Mais le marin, fier et hardi, content de mai et métallique, déchiffré tel le pacha, et de son bras droit. Le maigre, effectivement, fait partie de notre patrimoine
qui aujourd'hui portent le tourisme de la Charente-Maritime aux quatre coins du monde. Pour nous, ils représentent une activité économique importante pour nos pêcheurs de l'estuaire, parce qu'ils représentent un élément fondamental de la notoriété des assiettes de nos restaurateurs, et puis parce que nous avons choisi, depuis l'année passée, d'organiser chaque année une fête de la pêche au fil de l'estuaire, en mettant en scène et en avant un poisson de l'estuaire. La pêche à l'écoute se pratique dans l'estuaire depuis des siècles. Les sorties en bateau ne durent pas plus de 4 heures. Elles ont lieu entre deux marées, à l'étale, lorsque le courant se fait beaucoup moins violent. Les pêcheurs travaillent toujours en solitaire. Ils ont leur coin, leur tactique qu'ils tiennent de leur père, qui les tenaient eux-mêmes de leur père. Mon arrière-grand-père était pêcheur, il pêchait les sturgeons autrefois, le maigre et tout ça. Mon grand-père a fait la pêche pendant la guerre un peu pour se nourrir, et mon père était mécanicien au départ de métier, et puis ça doit être dans les gènes, hein, ça doit être dans le sang. À l'âge de 35 ans, il était donc mécanicien, il avait un garage, il était à son compte, il a tout vendu pour se mettre à la pêche, quoi. Plus le temps est calme, et meilleur c'est. Hein. Grand calme plat, chaleur, peu de pluie parce que peu de doussin, donc moins il y a moins ce qu'on appelle le doussin, c'est donc de l'eau douce. Moins il y a d'eau douce et plus le poisson remonte dans l'estuaire et plus c'est facile pour nous de le pêcher. Il y a un petit son, mais c'est loin. On va élargir, voilà. Ah, il les entend, lui, là. Ici, on n'a pas de houle. À part l'entrée de l'estuaire, mais là où on est, il n'y a pas de houle. C'est du clapot, quoi. On appelle le clapot. Et c'est très court, quoi. Quand on regarde, hop, c'est une vague, l'autre n'est pas loin derrière, quoi. C'est-à-dire que vu les longueurs du bateau, quand le nez quitte la tête de la vague, le cul rentre dans une autre, quoi. Voilà. J'ai même plus le son que j'avais tout à l'heure. Du tout. Du tout, du tout. Voilà. Et puis quand il y a du vent qui fait... Le temps se rafraîchit, elle ne grogne pas non plus. Hein. Il faut quand même un certain degré de température pour qu'elle grogne, quoi. On verra. De toute façon, le filet, c'est dans l'eau qui pêche. C'est pas dans le bateau. Si on les entend, on attend un peu. Si on ne les entend plus, on relève. Après, dès qu'il n'y a plus rien, on lève. Puis on va rechercher plus loin. Ça peut arriver qu'on pêche 2-3 jours de suite le maigre au même endroit. Mais ça c'est suivant les vents, suivant le coefficient. Il remonte plus ou moins haut, il descend plus ou moins bas, il atterrit, il élargit. C'est l'avantage de l'entente grogner, c'est qu'on le trouve plus facilement. Parce qu'il ne grognerait pas, en fait, lorsqu'il fraye, qu'il est vraiment en paquet. Faut mettre le filet vraiment au mètre près. C'est-à-dire que celui qui va être à 30 mètres devant vous, on se parle de bateau à bateau, hein. Celui qui va être à 30 mètres devant vous ne va pas en avoir, celui qui va être à 30 mètres derrière ne va pas en avoir, et puis celui qui va être dans le milieu va en pêcher 15 ou 20. Il faut être vraiment sur le paquet, quoi. Quand c'est la saison de la reproduction, ils sont là, ils rentrent.
Je vous dis plus ou moins tôt et puis plus ou moins haut, suivant, je vous dis, plein de facteurs, mais ils grognent pas toujours, hein, parce que même en pleine saison, si le temps leur plaît pas, si la température leur plaît pas, des fois ils grognent pas aux heures habituelles. Enfin là ça grogne. Hein. Mettez une oreille au plancher, toi, ouais. Là, tu vois les gens. Il y en a une, elle est dessous là. Il y en a une, elle est pas loin. Hein. Des fois ils sont au fond, des fois ils peuvent être, comme c'est des poissons pélagiques, ça dépend de la température de l'eau, de la salinité. Ça dépend de pas mal de facteurs que nous, pour nous, des fois ça va être 2 ou 3 degrés de salinité de différence entre le fond et la surface. Et ils vont se tenir dans une nappe d'eau, comme ils pondent des œufs pélagiques, dans une nappe d'eau qui leur plaît et une température qui leur plaît pour frayer, quoi. Donc ça, la profondeur, on ne sait pas, quoi. On les sent pousser là. On les sent pousser. Mais bon, quand elles sont un tiers du filet après, on sent plus rien, quoi. On les sent que si elles sont pas loin, quoi. Là, celle qui se prend dans les premiers lièges, là, on les sent bien. Ça, ah oui, ça nous emmène le bras, hein. Ah, ça a de la force, hein. Pourtant, c'est des filets qui sont lourds, hein, mais ça fait rien. Ce qui commence déjà à être un joli poisson, c'est quand ça passe les 10 kg, quoi. Et cette année, ça fait pratiquement 15 kg de moyenne, hein. C'est quand même avec des poissons de 20, 30, jusqu'à plus de 40 kg. Hein. Alors là, par contre, c'est du très très joli poisson. Oh, il y en a une autre, j'ai senti quelque chose. Couillu! Il y a deux. Il y a deux ensemble. Attention, elle a cassé celle-là. Hein. La maille est cassée. Elle a cassé la maille. Hein. Tiens, regarde. Nous, ici, pêcheurs d'estuaire, on travaille uniquement avec 120, 150, voire 180 mètres de filet, maximum. Moi, je travaille avec un filet court, j'ai que 120 mètres de filet. Et puis, par contre, en hauteur, ils sont plus hauts. Autrefois, on avait des filets qui faisaient à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. C'était des filets de hauteur, quoi, qui servaient pour pêcher les sturgeons. Et bon, ben là, ils ont à peu près doublé en hauteur. La texture, c'est toujours du nylon, c'est ce qu'on pêchait les sturgeons autrefois, et ainsi de suite. Les filets ont très peu évolué, quoi. Le système de filet est resté le même.
Voilà, ben on prend les œufs. Elle a fini de pondre. Puis après on prend un molle, comme ça. Voilà. Et voilà, il pile dedans tout seul. Nous on remonte les populations de maigres, ça c'est sûr. C'est depuis qu'on le fait, on a une évolution tous les ans, de plus en plus de petits... de juvéniles, quoi. Après on remue comme ça. On laisse un petit peu. Mais bon, on peut remettre à l'eau aussitôt. Hein. Parce qu'à l'état sauvage, il se fait compte pas comme ça. Et puis voilà. Et on remet à l'eau. Et il y a des petits qui sont nés dans une heure. Ouais, dans une heure, ouais. Autrefois, les pêcheurs utilisaient des barques de bois au fond desquelles l'essaillement des maigres résonnait bien. C'était des jolis petits bateaux qui allaient bien travailler. Mais bon, la pêche a évolué, c'est plus du tout pareil maintenant. Les filets sont plus les mêmes, il n'y a plus rien qui est pareil, quoi. Mon grand-père a eu une filadière. Mon père a eu une filadière aussi, celle de mon grand-père. Après, il a eu une yole en bois. C'était tout en bois, quoi. Le polyester est arrivé après. Quand j'ai commencé la pêche à Vignol, justement, j'écoutais dans le puits de dérive. J'écoutais là. Mais bon, on peut écouter ailleurs aussi. Hein. Aujourd'hui, les plates ont remplacé les barques de bois. Ah. Ouf. Allez. Regarde ce côté. Allez, emballez, c'est pesé. Les gros, ils peuvent se vendre à 8-9 euros. 8-9 euros le kilo. Les plus petits sont vendus moins cher. Donc il vaut mieux les laisser grossir et pour mieux valoriser le poisson. Alors ce pins, c'est une démarche qualité qu'ont débuté récemment là, les pêcheurs professionnels de l'estuaire pour préconiser donc, une démarche donc avec un cahier des charges où la marée est inférieure à 4 heures. C'est-à-dire le poisson il est débarqué, il a au maximum 4 heures dans le bateau. Quoi. Et c'est aussi une démarche pour contrer, ça c'est du maigre, pour contrer le développement des maigres d'élevage. Donc il y a écrit poisson sauvage, donc c'est pour que le consommateur puisse identifier facilement un poisson d'élevage d'un poisson sauvage. Mais que sait-on vraiment des maigres? Pourquoi viennent-ils si près des côtes? Quels sont leurs rythmes biologiques? Jean-Claude Quérault, ancien chercheur à l'Ifremer, s'intéresse aux migrations du maigre depuis des années. En recherchant, je me suis aperçu qu'il y a 3 zones de reproduction. Il y a la Gironde, il y a le delta du Nil et il y a la baie du Lévrier en Mauritanie. Il y a une population qui est vraiment française et elle reste dans le golfe de Gascogne. La zone de production se retrouve entre Méchet et Talmont. Il y a le chenal de Saint-Onge qui est assez profond, il fait 30-35 mètres de profondeur. Et ils sont là au fond, c'est la partie la plus profonde de la Gironde. Alors les eaux sont troubles et les saillements leur permettent sûrement de se retrouver. Plusieurs mâles suivent la femelle, donnent des coups de données dedans, et puis à la nuit tombée, elle émet ses œufs et donc la fécondation a lieu en surface la nuit. Et à ce moment-là, ils remontent auprès des bancs des marguerites, c'est là où les pêcheurs les prennent. Un maigre femelle de taille, mettons 1,50 m, ça fait presque 1 million d'ovules. Alors donc si la reproduction se passe bien,
eh bien, on repeuple très vite le golfe en maigre. Hein. En 4 ans, ces poissons qui pèsent 5 kilos. En 6 ans, 11 kilos. Il y a eu des maigres qui ont été signalés de 180 kilos. Et comme taille, il y en a un qui a été pris en 1840 à Cork, dans le port de Cork, qui faisait 1,93 m. Dans nos régions, le plus grand, mesuré et pesé, est un maigre de 1,80 m et de 103 kg, qui a été pris au Carlet à Saint-Palais-sur-Mer. En fait, un poisson n'a jamais de... Il n'y a pas de taille adulte chez un poisson. Un poisson grandit tout le temps, de moins en moins, mais il grandit pendant toute sa vie. S'il est très vieux, il sera d'autant plus grand. Certains l'ont surnommé le cerf des mers à cause de son brame étrange. Mais pourquoi et pour qui le maigre chante-t-il? Jean-Paul Lagardère, chercheur au CNRS, se passionne pour le maigre depuis longtemps. Comme son collègue et ami Jean-Claude Quérault, l'homme a essayé d'expliquer l'inexplicable. Suivant les individus, la durée de l'émission sonore varie d'une demi-seconde à 2 secondes, parfois plus. La première chose qui est fascinante, c'est quand vous avez dans l'oreille ce son-là. Je pense que vous êtes quand même un peu étonné par la puissance de ce son, sa profondeur. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu l'impression d'entendre un brame de cerf en forêt. Sauf que là, c'est dans l'eau. Et donc ça, c'est d'abord une émotion d'essence, quand vous pouvez capter de ces types de signaux. Et après, ben, c'est la curiosité. Mais qu'est-ce qu'ils font de ce signal-là? Pourquoi ils ont développé ces moyens-là? Et donc, petit à petit, ça s'enchaîne. Il faut comprendre que ce sont des muscles qui sont capables de contractions très rapides. Le maigre, c'est 50 Hz, donc c'est 50 contractions secondes. Ça veut dire que là, il fait vibrer son muscle sonique à 50 Hz pendant pratiquement 2 secondes. Donc il a un temps d'arrêt où il peut un peu récupérer et il remet ça. Et il va faire ça toute une soirée et une partie de la nuit. Il y a une corrélation entre taille de l'individu, intensité du signal émis et vraisemblablement aussi durée de maintien du signal. Ces poissons fréquentent généralement les zones côtières, souvent les zones estuariennes. Et ces zones estuariennes sont des zones qui sont généralement en eau très turbide. Donc les poissons ont besoin de se regrouper pour se reproduire et ils ne peuvent pas le faire à vue. Donc ils vont utiliser, ils ont été sélectionnés par l'évolution en utilisant des signaux sonores pour pouvoir se retrouver entre mâles et femelles. Quand ils sont en pleine mer, ils doivent continuer à émettre des sons, mais des sons bref, ça fait brrr, brrr, et puis et ils émettent ça toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Voilà, et on a pu en enregistrer comme ça aussi un aquarium.
Chaque été, le tie-break quitte son port d'attache de la Cotinière sur l'île de Léron pour faire une saison complète à Royan. Ils sont 4 palangriers à se partager la partie nord de l'estuaire. Ils exercent une pêche sélective qui est valorisée grâce aux pins, poissons de ligne. Tout comme les pêcheurs à l'écoute, les palangriers travaillent au moment où la période de frai est bien entamée. Les prélèvements qu'ils effectuent aux portes de l'estuaire ont ainsi beaucoup moins d'impact sur les populations de maigres. En fait, le véritable danger pour cette espèce provient plutôt des colossaux coups de filet effectués par les chaluts au large de l'estuaire. Des prélèvements énormes dans le golfe de Gascogne, avant la période de frai. Là-bas, des bateaux-usines ramassent des maigres juvéniles à la tonne. Bon bah la ligne, de toute façon, ça craint pas. Hein. Parce que la ligne, bon, un filet, vous avez tombé dans un banc, vous pouvez en faire une tonne, quoi. Hein. Mais la ligne, quand vous empêchez 200-300 kilos, déjà, c'est bien, quoi. Et ça sera pas tous les jours. Hein. Alors bon, c'est pas les lignes qui détruisent, hein. C'est un des métiers qui détruit le moins, de toute façon. Hein. C'est clair que dans tout l'ensemble de la pêche, la ligne, c'est sélectif, hein. Ça sélectionne le poisson et ça détruit pas. Hein. Et puis en plus, le poisson est toujours... c'est toujours du beau poisson, quoi. Hein. Tout ce qui est vivant et qui n'est pas trop gros, qui peut rapporter pas grand chose, on jette systématiquement. Même s'il n'y a rien, hein, c'est comme ça, quoi. Enfin, pour nous, c'est comme ça. On a toujours fait comme ça. Hein. Maintenant, tout le monde ne le fait pas. Bon, c'est bien dommage parce qu'une raie d'1,5 kg, ça vaut pas un rond, quoi. C'est vaut mieux la pêcher quand elle fait 4-5 kg, quoi. Déjà, le prix est plus fort et puis le poids n'a rien à voir avec ces petites raies qui n'ont rien à manger dessus, quoi. Les petites mecs, c'est pareil. Tout ce qui est vivant, qui est petit, on jette. Ou c'est tout bon ou tout mauvais. Voilà, on est sur les gros poissons en ce moment et bon, soit qu'on en pêche 5, 6, 3, 10, 15 et des poissons de 10 kg, 15 kg. Et autrement, ça peut être nul. Et ben, on les pose la veille pour le lendemain ou alors le matin pour l'après-midi. La ligne, ce qu'il y a, c'est... Enfin, l'avantage et l'inconvénient, c'est que si elle n'a pas pêché au bout de 5, 6 heures, 8 heures, elle pêche plus, quoi. On peut la laisser un mois, c'est fini, quoi. Donc il faut la remonter, la rapater. C'est pour ça que même si le poisson est dessous, qu'il n'a pas envie de manger, on aura beau faire ce qu'on veut, c'est clair que ça sélectionne, quoi, pour ça. Hein. C'est pas comme un chalut ou un filet qui pêche tout le temps plus ou moins quand même. Les journées de travail atteignent facilement 10 heures. Jusqu'à la fin de l'été, le palangrier va sortir 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions météo. Un jeu qui en vaut la chandelle, car le maigre est attendu dans les criées et bien rémunéré. Ces lignes comportent chacune 150 hameçons répartis sur 400 mètres de fil de pêche. Là, les gros, ils font entre 80 et 100 francs, quoi, le kilo. Enfin, de 12 à 15 euros, parce que des fois, c'est plus facile à parler en francs. Et la petite mec de la portion d'1 kilo, c'est pareil, on vend 8, 9 euros, 10 euros, quoi. La mec de ligne, hein. Celle de ligne, parce que celui du filet est beaucoup moins cher. Comme tous les poissons de filet, d'ailleurs. Bébé.
Après, ça va à la criée de la Cotinière et puis c'est les marailleurs qui achètent. C'est une vente aux enchères, quoi. Et puis, après, ça part dans les restaurants, l'exportation, le marché, les petits, là, ça va partir local, beaucoup. Les petits poissons qu'on a, là. C'est les poissons de portion, et jusqu'à 1 kilo, ça reste sur les bancs, ça, dans les marchés des alentours, quoi, à 100 km à la ronde, à peu près. Juillet, les maigres se sont reproduits. Ils repartent maintenant vers les eaux du golfe de Gascogne, rejoindre les profondeurs de l'Atlantique. C'est le moment idéal pour les pêcheurs récréatifs. Chacun y va de sa technique. Cependant, les appâts naturels sont de rigueur depuis plus de 40 ans. Et effectivement, donc il fallait un appât qui puisse tenir le coup. C'est souvent, on utilisait du blanc de sèche ou de l'encorné ou de la sardine, c'est bien ficelé. Parce qu'il fallait tenir quand même les 3-4 heures de pêche. L'appât, il était, une fois qu'on avait lancé à 60-80 mètres, suivant les lancers, il y en avait qui faisaient plus, mais il y en avait qui faisaient moins. On n'avait pas non plus les nylons actuels. Un 45 centièmes, il faisait 9 kilos. Mettant un 45 centièmes, il peut vous faire 23 kilos, quoi. Il y a eu une évolution assez importante dans le matériel. On est passé du bambou il y a 40 ans, 35 ans, à ce type de canne en fibre de verre qui effectivement, dont on se sert toujours et c'est quand même un matériel qui est pratiquement indestructible, avec des grands anneaux, comme on peut le voir là-dessus, des moulinets rustiques mais qui tenaient véritablement le coup aussi. On est passé à un matériel beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, certainement plus flatteur au point de vue, disons, esthétique. Mais est-ce que véritablement on a gagné en solidité? Ça, c'est peut-être encore à démontrer. Mais bon, disons que ça existe et c'est effectivement, c'est un matériel qui est très agréable. On pêchait avant tout avec un seul hameçon. C'est qu'on appelle un hameçon octopus, c'est-à-dire un hameçon assez rond, avec une hampe relativement courte. Mais bon, là, disons qu'on peut utiliser d'autres types d'hameçons. Un 6-0, donc c'est relativement gros pour recevoir une sardine ou pour recevoir un morceau de blanc de sèche. Quant aux meilleurs spots pour piéger les poissons mythiques, ils sont très souvent tenus secrets par les pêcheurs. Disons qu'ils se trouvent quelque part entre les Landes et la Vendée. Ça fait partie d'abord du folklore de la pêche, le fait de ne jamais dire ses points, c'est quand, comment. On a eu cette année de 20 quelques kilos. Si je ne me trompe pas, ça doit être la Grande Côte, le 20 kg, et puis d'en faire aussi à la plage de Vergne, du côté de Méché, qui est au lieu aussi de la pêche du maigre, en plus de la Grande Côte et surtout de la Pointe du Rhin dans les années 60-70, mais qui reste aussi quand même un bon point de pêche, moins accessible, mais disons que les fosses se sont peut-être un petit peu éloignées, ou il y a peut-être un passage qui ne se fait plus, c'est possible aussi. On ressent quand même une diminution de poissons de bonne taille, ça c'est clair. Autrefois, avant, quand j'étais gamin, quel pêcheur n'a pas conservé dans sa mémoire les souvenirs merveilleux de pêche miraculeuse? Hissée hors des eaux, cette magnifique bête argentée dont le poids atteint parfois les 30 voire 50 kilos est un exploit, un acte héroïque, attendu par des dizaines d'amateurs de sensations fortes chaque été.
souviens, en 66, on pouvait compter à peu près 300 cannes assez régulièrement sur la pointe du Rhin. Au même endroit, vous voyez quoi, 7-8 cannes, et il y en avait 300 à ce moment-là. Je me souviens d'une journée fantastique en 66 où il y avait 22 maigres de pêcher. C'était en 65, donc ça se passait à Saint-Palais, à la pointe du Rhin. Et nous étions une équipe de copains, nous allons à la pêche. Cette journée, nous allons y pêcher 5. Et moi, étant le plus jeune de l'équipe, je me chargeais de ramener ça avec des cordes, pour ramener ça au phare de la Coubre, au véhicule, de façon à pouvoir retourner et refaire un tour. Parce que cette journée-là, la nuit avait été fructueuse, donc on en avait pêché 5. C'est quand même de plus en plus rare de prendre des soirées de pêche comme celle-ci. Il n'y a pas que des pêcheurs de maigres sur nos côtes. Il y a aussi des chasseurs de maigres, mais ils sont beaucoup plus rares. Olivier et Jam appartiennent à cette catégorie d'hommes. Apnéistes, passionnés par ce poisson et chasseurs dans l'âme, ces deux amis explorent les fonds rarement limpides à la recherche d'un gibier qui sait se faire attendre et désirer. Bah cette fois, on peut imaginer que ça va être la bonne sortie parce que là, on était sur des mortes eaux, ce qui, à mon avis, à notre avis, tend à faire que le poisson se promène, quoi. Il reste pas à poste précis sur des sites là où on le pêche justement. On peut le trouver, mais c'est pas toujours évident. Alors que quand le courant reprend, il me semble qu'il commence à se regrouper près des épaves ou en tout cas des postes précis qu'on connaît. Quel fusil on prend? Le tien peut-être? Pour la chasse à maigre, j'ai choisi un fusil à air comprimé avec une flèche de diamètre 8 assez courte pour éviter que si on prend une prise de 20 ou 30 kg qui nous casse la flèche, parce que ça nous est déjà arrivé. Les flèches tahitiennes, au niveau de l'encoche, elles se cassent. Tellement ces poissons, ils sont puissants. C'est inquiétant parce qu'on voit pas la pointe du fusil déjà en surface. C'est clair en fait? C'est pas terrible. Parce que là je vois en surface, je vois pas la pointe du fusil. Non, c'est 50 cm de visu là. Merde. C'est pas gagné cette affaire. Et puis il y aurait un petit peu de soleil, ça serait bien. Ça permettrait de voir un peu plus de lumière au fond. Là, je vais fermer les yeux pour préparer la descente parce que sinon je vois rien. Alors en surface, on pratique pas du tout de surventilation, hein. On respire normalement. Le mieux c'est de fermer les yeux. On descend le rythme cardiaque. En plus ça nous habitue à la pénombre. Et après c'est top départ et voilà. Bon, le mieux c'est de rester le plus longtemps possible.
Rien n'est jamais acquis dans la chasse au maigre. Olivier et Jam rencontrent souvent des bars. À croire que les deux espèces se partagent les mêmes territoires dans les pertuis charentais, le temps d'un été. Les postes à bar, ils sont toujours là, et les postes à maigre, on les y retrouve à peu près aux mêmes dates. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que du maigre au mois de juillet à tel endroit, on sait que tiens là, faut surveiller, ça va revenir quoi. Ouais, c'était magnifique. On s'est mis à la dérive dans un secteur qu'on connaît. J'ai fait quoi, 3 apnées, mais des apnées en prenant bien mon temps pour respirer. Et puis il y avait 18 mètres d'eau, parti les yeux fermés, détendu. Arrivé au fond, je suis tombé sur une banche. La banche, je me suis glissé dessous. Et puis là, j'étais vraiment dans le noir complet. Et il n'y avait que le fusil qui était dans le large. Et là, il y avait un petit canyon avec un fond de sable. Et là, il est passé gentiment. On dirait qu'il nage pas. Et non. J'ai tapé avec un 75, un fusil 75, un simple sans dos. Et on a bien fait. Après, on l'a tendu. Olivier est venu avec le bateau. On a gardé la tension. J'ai repris un deuxième fusil. Je suis reparti en apnée le long du fil. Et là, je l'ai doublé avec mon fusil très puissant et une grosse flèche. Et j'ai bien fait parce que... Voilà, l'ardillon était cassé, donc ça veut dire que le poisson allait partir. Il aurait filé dans l'autre sens. C'est réussi. Ah, il doit faire dans les 15 kilos, c'est une belle bête. Hein. Ah, ça fait à peu près 5-6 sorties que j'essaye de chercher que le maigre. Et on est passé à côté à chaque fois, l'eau n'était pas assez claire. Et puis là aujourd'hui ça sourit, c'est un grand plaisir. C'est un poisson qui est magnifique là, quand il est dans l'eau et vous avez une ligne jaune là tout le long, c'est extra. Quand il a pris la flèche, il a pas bien compris au départ et il a commencé à tirer uniquement quand j'ai commencé à tracter le fil. Là par contre il a fait un départ, heureusement que je suis équipé d'un moulinet sur le fusil parce que j'aurais pas pu le retenir. Et puis comme il y avait 18 mètres d'eau, j'aurais pas pu lutter très longtemps, j'étais déjà en bout d'apnée. Seul ou à deux, au niveau sécurité ça revient un peu au même. Si jamais on faisait une syncope, de toute façon on voit pas notre collègue parce que la visibilité n'est pas excellente. Quand on est seul, on peut lâcher les bras rapidement, alors qu'à deux, voilà, il y a des résultats, on s'encourage mutuellement. Et puis au niveau technique et matériel, petit à petit, on met des choses au point, chacun de notre côté, on essaye, et puis à force, voilà, il y a des résultats. Yes. J'ai essuyé une série noire tout le mois d'août en perdant 4 poissons consécutifs dans ces eaux-là un petit peu moins gros, quoique j'en ai perdu un plus gros aussi. Et sur des histoires de réglage à la con, enfin bref. Donc là, maintenant, visiblement, j'ai compris ce qu'il faut faire et c'est parti quoi, je les perds plus parce que ce qu'il y a de pire c'est de tirer un poisson trophée et le voir partir dans la nature avec une flèche en travers de la tête.
Moi, ça fait 9 ans que je fais de la chasse sous-marine, ça fait que 2 ans que je vois des maigres. Bon, je les cherchais pas spécialement avant, mais maintenant, même en les cherchant, on a du mal à les voir. Le bar, tous les jours on voit des bars, tous les jours on peut voir des dorades, c'est pas excessivement compliqué quoi. Donc voilà, le plaisir il est là par la rareté. Hein. On a encore tellement de choses à apprendre sur ces poissons-là que... Voilà, il faut essayer de les observer, savoir connaître leurs habitudes. Mais ils sont de nature quand même assez curieuse. Parce qu'ils sentent une présence au fond et ils vont venir voir ce qui se passe, un peu comme le bar. Et par contre, ils ont une nage qui est majestueuse parce qu'on ne les voit pas bouger. On dirait qu'ils glissent dans l'eau, c'est magnifique. Un pêcheur cherche toujours, c'est prendre un poisson plus gros, un trophée quoi. Donc maintenant que j'ai peut-être un 20 kg, bah, ça sera 25 ou 30 ou 40. Enfin, bon, si je dois faire des maigres de 10 kg, bah, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va être le plus intéressant. Enfin, c'est quand même... même les jours où on pêche pas, ça reste quand même un bonheur parce que la chasse, ça permet de se détendre. Et plus on est détendu et plus on reste au fond et mieux on est quoi. Par contre, faut pas s'oublier parce que c'est là où on risque la syncope. Majestueux, légendaire, porteur de rêves, le maigre a toujours fait partie du patrimoine charentais. Et à ce titre, il a sa place à l'aquarium de La Rochelle. Le biologiste Pierre Morinière se souvient encore de son arrivée dans les lieux. Les maigres qui sont ici dans ce bassin, on est allé les pêcher avec un pêcheur de Gironde en 97. C'était un peu en prévision du nouvel aquarium de La Rochelle. Donc on voulait présenter le maigre qui est vraiment une espèce emblématique de cet estuaire et qu'on ne trouve plus dans les autres, plus au nord sur les côtes françaises. Quand la température est trop basse, on voit bien que c'est des poissons dont les affinités sont plus pour les eaux chaudes, parce qu'on les maintient à 18 degrés. En dessous de 16 degrés, ils commencent à avoir un froid et à beaucoup moins se nourrir et à être moins à l'aise. C'est des poissons qui aiment bien les eaux plutôt chaudes. Qui sait finalement si le réchauffement de la planète et de ses eaux ne sera pas bénéfique aux maigres? Toujours est-il que ce poisson trophée aux cycles irréguliers n'a pas fini de nous fasciner.